tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est incliné 3-1 à domicile face à Sassuolo cet après-midi. But de Romagnoli de la tête sur centre de Théo Hernandez à la 21e minute. Magnifique but de Scamacca d'une frappe des 22 mètres dans la lucarne de Maignan à la 24e. But de Kier contre son camp suite à une frappe de Scamacca repoussée par Maignan à la 32e. Et but de Berardi du droit à la 66e après avoir mystifié Romagnoli qui sera expulsé quelques minutes plus tard. J'accueille aujourd'hui Roland Aristipiarco. Salut à vous. Bonsoir. Salut. Salut. Roland, on gagne en Ligue des Champions, on enchaîne 2 contre-performances en championnat, c'est le monde à l'envers. Bah écoute, je pensais pas terminer le mois de novembre avec de nouveaux espoirs pour la Ligue des Champions et accessoirement 1 point sur 9 en championnat. J'ai pas pu revoir finalement le match de la Fiorentina le week-end dernier que j'avais pas vu non plus en direct, donc je sais pas si c'était une dynamique similaire ou quoi, mais en tout cas ce soir c'était un naufrage. Malgré 20 bonnes premières minutes où j'ai trouvé où on était assez serein et on s'est dit bon bah que le Milan prenait le jeu à son compte. Et en plus il y avait eu le but de Romagnoli qui venait couronner tout ça, donc j'étais assez serein. Et je sais pas, suite au but, il y a tout de suite l'égalisation de Scamacca dont on parlera très probablement par la suite. Où bon, à la limite, il n'y a pas grand-chose à faire, on peut rien dire sur une frappe comme ça, un tel but, bon, ça peut arriver. Mais alors après, bah, plus de courant, il y avait la lumière s'est éteinte, enfin le peu de lumière qu'il y avait s'est éteinte et c'était un naufrage de A à Z cette rencontre. Il n'y a pas un pour rattraper l'autre et on est en train de flinguer le bon début de championnat avec 2 défaites consécutives qui sont sans appel. Oui, alors on finit à 10, c'est vrai, parce que Romagnoli s'est fait expulser, mais à noter qu'on aurait pu finir à 9, parce qu'à la 70e, Théo Hernandez doit clairement prendre un rouge, l'arbitre est extrêmement clément sur cette action. Alors Aristide Ah va oui, bien sûr nous donner son avis sur le match, mais comme je sais que tu ne suis pas que les matchs du Milan, je voulais te demander si Fratesi était énorme comme ça tout le temps, parce qu'il y a un barrage à jouer en mars, et si le mec était en pleine bourre, j'espère que Mancini y songera, il m'a épaté ce soir. Ouais, c'est vrai que Fratesi a fait un très grand match. Il monte petit à petit à Sassuolo ces dernières années et plus ces derniers mois. Mais c'est vrai qu'il est encore très jeune. Donc là, ce soir, il a été très très bon. Alors, il est évidemment pas toujours comme ça, sinon je pense il serait déjà appelé. Mais oui, c'est un jeune qui monte en puissance. À l'instar de Raspadori l'année dernière, il commence à se révéler cette année. Et non, il est quand même assez intéressant. Et il nous a fait très mal en effet aujourd'hui. Parce qu'on manque de vitesse en sélection, c'est pour ça que j'en parle, hein. On manque de vitesse, de percussion, on est trop prévisible, etc. Alors on va parler du Milan, bien évidemment, je sais que je digresse, mais c'est volontaire parce que ce match-là, ce joueur m'a épaté. Et je le connaissais assez mal, je dois le dire, donc c'est pour ça que je te demandais ton avis, mais bien évidemment, j'imagine que tu as hâte de parler du match. Oui, pour en revenir au match, je rejoins totalement Roland. Moi, j'ai vu 2 matchs. 2 matchs dans le match, de la première à la 20e minute finalement, et au but de Romagnoli sur une passe de Théo Hernandez. J'ai vu un Milan quand même concentré. Alors j'ai vu un match assez équilibré, hein, parce que les 2 équipes avaient quand même des occasions, mais c'est vrai que Milan était un peu plus incisif. Et puis à partir du but de Scamacca sur une mauvaise relance de Thiemo Bakayoko, donc à la 23e minute, là, ouais, pour reprendre l'expression de Roland, la lumière s'est totalement éteinte. J'ai pu revu le même Milan, j'ai vu un Milan complètement dépassé, en retard sur les premiers ballons, en retard sur les seconds ballons. Et après, en fait, Sassuolo a complètement déroulé. Et je nous ai trouvé pas bon de la 23e à la 45e, mais je nous ai carrément trouvé ridicule en seconde mi-temps, quoi. Les titulaires étaient vraiment pas bons. La rentrée de Kessié, de Messias, même de Tonali, ce sont 3 rentrées mauvaises, voire très mauvaises. Il y a vraiment rien à sauver de ce match. J'ai quand même eu l'impression de revoir un peu le même match contre la Fiorentina, enfin pas exactement le même, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup de ressemblances, notamment le fait de se saborder soi-même en fait, parce que contre la Fiorentina on fait aussi une bonne entame de match, et puis on se fait avoir sur une grosse erreur de Tatarusanu. Là c'est pareil, on fait une très bonne entame, et Bakayoko perd un ballon au milieu assez bête. Après il y a un contre son camp de Kier. Après, c'est Romagnoli qui prend le bouillon face à Berardi, donc il y a que des erreurs, il y a vraiment que d'erreurs individuelles, et j'ai vraiment l'impression qu'on s'est encore sabordé. Alors après, il faut pas quand même enlever le mérite à Sassuolo, qui a été quand même supérieur de la 20e à la 90e minute, et comme tu le dis, on peut prendre un rouge bien plus tôt, puisque Théo Hernandez, enfin quand même l'arbitrage sur lui a été très clément ce soir.
parce que je vois pas comment il peut échapper à ce deuxième jaune. Mais voilà, c'est vraiment une rencontre, vraiment un dimanche à oublier. Je crois que Philippe Jeunin parlait d'une rencontre à oublier, mais c'est vraiment, c'est encore pire que la Fiorentina, parce que la Fiorentina, il y avait une réaction, là, il y a vraiment rien eu, quoi. J'ai trouvé le Milan apathique. J'ai l'impression que c'était un match de Coupe de France. Tu sais qu'on était le petit face au gros, donc on avait fait illusion 20 minutes, et après on avait pris le bouillon pendant 70 minutes. Et ce soir, je nous ai trouvé franchement ridicule. Ridicule, c'est le mot. Si j'en viens aux occasions, en première mi-temps, côté milanais, moi tout ce que je note c'est une frappe de Bakayoko juste à côté la 5e minute. Sinon il y a une frappe de Raspadori sortie par Maignan côté Sassuolo à la 36e et une tête de Scamacca à côté 45e. En deuxième mi-temps, c'est vrai que Milan a deux occasions à la 68e avec cette tête de Kier juste à côté sur centre de Messias et la frappe du même Messias sortie par Concili la 74e. Mais il y a quand même également côté Sassuolo ce coup franc de Berardi repoussé par Maignan la 78e. Erco avant ce match à domicile, imaginais-tu autre chose qu'une victoire? Non, évidemment, non, parce que même si on oublie le match contre la Fiorentina, je pensais que le match justement contre l'Atlético aurait motivé les troupes. Même s'il y aurait eu un peu de fatigue en fin de match, j'imaginais quand même une domination et comment dire, une victoire assez, pas dire facile, parce qu'on sait bien que Sassuolo nous donne toujours des difficultés, mais en tout cas, une victoire, c'est sûr. Donc maintenant, voilà, enfin, vous avez été un petit peu gentil en disant qu'on a dominé les 20 premières minutes, parce que pour moi, garder le ballon sans rien en faire, c'est pas vraiment une domination. C'est comme tu l'as dit, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, à part le but de Romagnoli et la frappe de Bakayoko. Donc oui, effectivement, l'erreur de Bakayoko, qui était dommage, qui n'était pas trop mauvais jusque-là, a évidemment à relancer ses sous-bolos et fait confiance. Mais avant ça, on ne peut pas dire qu'on a été brillant. Voilà, on a tenté, on a joué un petit peu plus offensivement, mais après, c'est sûr que c'était loin d'être brillant. Ça manque justement de mobilité et comment dire, dans le dernier geste, donc c'est catastrophique. Je trouve que une fois qu'on arrive aux abords du rectangle, on ne sait pas quoi faire du ballon, on n'a pas les joueurs assez. Soit on attend que Léo soit en grande forme pour nous débloquer un petit peu. Ici, il a été correct sans plus, donc voilà, il ne peut pas espérer des miracles de sa part. Mais quand tu vois un attaquant de pointe qui ne bouge pas, et que tu as trois quarts du temps qui est hors jeu, qui revient en marchant, qui passe son temps à raver sur tout le monde et qui n'est pas vraiment mobile, et quand tu regardes en face, quand tu regardes le début de match, sur le papier, c'était Raspadori, Scamacca, Berardi. Sur le papier, pour moi, c'est quand même une équipe plus intéressante. Donc, quand tu vois ça, tu es à moitié surpris qu'ils aient réussi à marquer. Et voilà, c'est une équipe qui était plus tirée vers la mobilité, une équipe qui était beaucoup plus rapide dans la façon de jouer. On s'est fait avoir à ce niveau-là. Évidemment, voilà, on ne peut pas non plus retirer le fait que le match contre Atletico a un peu coupé les jambes aussi. Mais moi, c'est aussi en partie de la faute de Madini Massara, parce que je continue à dire que le mercato était justement bazardé. Et voilà, quand tu vois ce qui a été sur le terrain, des mecs comme Bakayoko ou Messias qui rentrent, dans un milieu normal, ça ne doit pas arriver. Et là où, comment dire, Sassuolo arrive quand même à faire rentrer des gars comme, j'ai oublié son nom, celui qui est rentré en fin de match, qui a fait expulser Romagnoli, là. Donc, Grégoire Defrel. voilà. Et donc, nous, on attaque, voilà, on n'a rien. Donc, une fois que tu as un attaquant qui ne tourne pas, surtout que les Bigs est blessé, on n'a plus d'alternative valable. Et quand tu dois attaquer pour absolument remonter un match, on n'arrive pas, puisqu'on n'a pas les clés en main pour le faire. Et peut-être qu'on a peut-être bazardé des jeunes en début de saison qui s'éclatent ailleurs et qui, en attendant, nous, on n'a pas d'alternative pour. Donc voilà, c'est à moitié surprenant, toi, comme défaite. Ah, c'est sûr que Pobega manque, hein. Il a jamais joué avec nous, mais alors je veux dire, quand la saison qu'il fait du côté du Torino, c'est vrai que il manque clairement et on a hâte de le revoir. On espère d'ailleurs qu'il pourra jouer titulaire la saison prochaine, puisqu'on n'arrête pas de parler de recrues au milieu, mais Pobega, personne n'en parle, donc j'espère qu'on le reverra. Roland, en tout cas, confirme sa réputation de chat noir, parce que c'est ta première émission post-match de l'année. Ah bah j'espère que tu reviendras malgré tout, hein. Et puis, plus sérieusement, penses-tu, comme le dit Arco, que les jambes étaient lourdes à cause de la Ligue des Champions, ou que c'était juste un problème de péché d'orgueil et d'absence de mobilisation de ces joueurs, donc un problème plutôt mental? J'arrive pas à lire ce match en fait. J'arrive pas à comprendre comment on en est arrivé là. Quand je parlais de ces 20 premières bonnes minutes, alors non pas qu'on était flamboyant, loin de là, mais Sassuolo n'avait pas le ballon. À chaque fois qu'il l'avait, il balançait une saucisse devant sur Scamacca qui faisait ce qu'il pouvait au milieu de Kier et Romagnoli. Donc on avait le contrôle du ballon. Et comme souvent, en fait, on savait pas trop quoi en faire parce que c'est une réalité aussi depuis une voire deux saisons maintenant, c'est que le jeu du Milan passe par beaucoup de possessions, mais peu d'occasions. Et ça s'est encore vu dans ces 20 premières minutes. Derrière, on a cette dynamique de Sassuolo qui s'inverse sur le but de Scamacca. 9 fois sur 10, des frappes comme ça finit dans les tribunes. Il arrive à marquer. Et ensuite, le deuxième but de Sassuolo,
bah, c'est encore gaguesque et on se dit, bon, finalement, 2-1 pour Sassuolo, ils s'en sortent bien parce qu'ils n'avaient rien fait. Et en fait, c'est vraiment la deuxième période qui est complètement abjecte. Et j'arrive même pas à me dire que c'est une conséquence du match de mercredi. Parce que le match de mercredi, alors, certes, nous, on a eu un match en milieu de semaine, mais bon, à un moment donné, si on veut jouer avec des champions, il faut aussi savoir enchaîner les rencontres. Avoir 2 matchs par semaine, c'est normal quand on joue le top 4 du championnat italien. Et le match de mercredi, on en parlera peut-être plus en détail après, mais pour moi, il a même pas eu une intensité de match de Ligue des Champions. J'ai trouvé que c'était une rencontre très calme, où il y a eu peu d'occasions de chaque côté. Donc, on n'a même pas eu, je pense, une débauche d'énergie monstrueuse. Et finalement, on marque en fin de rencontre avec Messias, un peu à la surprise générale, mais pour moi, ce match-là n'a pas influé sur la rencontre de Sassuolo. Et là, on n'est pas sur un problème physique, à mon avis, sur le match d'aujourd'hui. Ça va bien au-delà. Ça met en avant, ce match en fait met en avant tout ce qui n'allait pas tout ce qui ne va pas au Milan en ce moment. Donc l'enchaînement des blessures, le jeu qui est tourné autour d'un mec de 40 piges qui, aussi formidable soit-il, par moment, ne peut pas ne peut pas enchaîner des rencontres, ne peut pas enchaîner les matchs et ne peut pas faire 90 minutes à un rythme plus élevé que ce qu'il a fourni aujourd'hui. Parce Sans oublier les qu'aujourd'hui, blessures de Giroud, son remplaçant. oui, justement, je parlais des blessures, il y avait ça, et tous les manquements du mercato, parce que quand on regarde qui on fait rentrer, enfin, même certains sur la feuille de match en tant que titulaire, qui ne devraient plus être titulaires dans une équipe qui veut jouer les 2, 3, 4 premières places. Et en fait, ce match-là met en avant tout ça, et même en termes d'état d'esprit, j'ai trouvé qu'on est à des années-lumière de ce qu'on a pu montrer lorsqu'on bataillait pour intégrer le top 4. Donc, est-ce que c'est une conséquence directe du match de mercredi? Non, franchement, je pense pas. Mais ce match-là, ce match contre Sassuolo, il est illisible en fait. Je j'ai pas de grille de lecture sur cette rencontre-là. Aristide, on parle du mercato, mais moi je me demande si l'enveloppe allouée par Elliott à nos recruteurs était suffisante pour faire mieux. Sans doute, hein, peut-être auras-tu des exemples à citer, mais je me demande aussi finalement si ce que fait le Milan depuis 2 ans n'est pas supérieur à ce que les moyens mis sur la table par Elliott permettent. Si, effectivement, moi je pense pas que Maldini, enfin je pense pas qu'il aurait pu faire grand chose d'autre. Faut pas oublier que notre mercato de cet été, finalement, est venu compléter en fait financièrement nos recrues de l'année d'avant. Je pense notamment à Tomori et Tonali qui ont été achetés définitivement. Donc en fait, les 80% du budget mercato de cette année a été dépensé pour des joueurs qu'on avait déjà. C'est juste qu'ils étaient en prêt, voilà, les nouvelles formules des clubs, surtout en crise comme nous financièrement, les formules de prêt de 1 ou 2 ans avec option d'achat. Donc voilà, on a levé ces options cet été, ce qui nous a pas laissé une grande enveloppe pour recruter ce fameux numéro 10 Et en suite au l'occurrence, départ excuse-moi, mais d'Akan. tu parles de Tomori Tonali, ce sont deux joueurs qui donnent entière satisfaction. En plus, Je rappelle, je sais même pas parce qu'on l'a jamais dit ici, Tonali à l'heure actuelle est premier au pagelle de la Gazzetta, hein, c'est-à-dire que c'est le meilleur joueur du championnat italien. ouais, c'est sûr. Non, mais il est très bon et comme Tomori, mais c'est juste que c'était pour inciter sur le fait, si tu veux, qu'on n'ait pas du coup aujourd'hui de numéro 10, puisque on voit bien que quand Brahim Diaz soit est absent, soit n'est pas en forme, on n'a personne à mettre à ce poste-là, et on n'a pas d'ailier droit de qualité, comme on le sait depuis, enfin titulaire, je veux dire, comme on le sait depuis 1 an maintenant. Donc oui, on paye le mercato, on commence à payer le mercato en novembre parce que finalement on avait fait plus qu'illusion, je dirais pas illusion jusqu'ici, mais c'est vrai que tu l'avais déjà dit, MJ. Lorsqu'on jouait pas bien jusque-là, ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison, on gagnait quand même les matchs. On gagnait 2-1, on gagnait 3-2, on gagnait de justesse. Là, depuis 2 matchs, on joue pas bien et là, on perd. Et c'est lié à plusieurs choses, notamment aux blessures qui reviennent inlassablement, à un Rebic qui finalement a fait très peu de matchs cette saison et qui sera blessé jusqu'en janvier, à un Tomori qui finalement est une pièce maîtresse de ce Milan, puisque sans lui c'est quand même 7 buts encaissés en 2 matchs. Donc voilà, entre les blessures, le mercato raté ou alloué à de précédentes recrues, et puis voilà, Ibra ne peut pas éternellement porter ce Milan, et on voit que quand il n'est pas dans une grande forme,
forme, c'est toute l'attaque qui en pâtit, et aujourd'hui, on a été complètement mangé physiquement. On peut l'expliquer par effectivement le match de Ligue des Champions contre l'Atlético, mais je pense que je rejoins un peu Roland. Si on refait le même match avec une semaine de repos, il y a moyen qu'on arrive sur le même score. Hein. Je pense que aujourd'hui, Sassuolo était complètement supérieur à tous les compartiments du jeu et non pas juste physiquement. Erco, donc je reviens vers toi, on va clôturer ce deuxième tour de table et passer aux individualités, mais d'abord, ne penses-tu pas que le premier problème du Milan, c'est pas Maldini Massara, mais plutôt le fond Elliott? Faudrait-il vendre ce club rapidement? J'en ai l'impression. Oui, évidemment, enfin, j'ai pas dit que toutes les erreurs étaient dues à Maldini Massara, parce que c'est justement eux qui nous ont aussi aidé à nous relever. Mais je dis que sur ce mercato, je suis d'accord que, voilà, évidemment qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais j'ai l'impression qu'on fait les mêmes erreurs que Galliani en fin d'année, enfin en fin de carrière au Milan en tout cas. C'est que plutôt que de rien prendre et peut-être faire confiance ou à un jeune ou peut-être ne rien prendre tout court, on préfère prendre un joueur qui n'est pas du tout au niveau, qui va prendre la place de quelqu'un d'autre et justement qui va entacher un peu l'équipe. Je pense à ça quand voilà, je vais répéter encore, mais pour moi, Pobega, voire même Colombo. Colombo, merci, aurait peut-être eu leur mot à dire quand tu vois que ceux qui ont arrêté Bakayoko et Pellegrini, qui je rappelle, ne jouaient jamais à Monaco. Donc, oui, Pellegrini a des circonstances atténuantes, lui. Enfin, en même temps, regardons le nombre de minutes qu'on lui offre. C'est-à-dire que Pellegrini n'a pas vraiment l'occasion de se mettre en évidence. Et c'est vrai qu'en 5 ans, là, il a quasiment pas joué. Il sort de grosses blessures, etc. Donc c'est pas le premier que j'incriminerais. En revanche, laisser partir Colombo, ou en tout cas, il appartient encore au Milan, je crois. Je crois qu'il y a une offre de contre-achat, si j'ai bien compris. Colombo, oui, aurait pu apporter sans doute. Ça, c'est indéniable. Oui, mais bon, en même temps, Pellegrini était longtemps blessé, même au Milan aussi. Et on savait bien qu'à Monaco, c'était un joueur qui était très fragile. Et voilà, miser sur un joueur comme ça, quand les deux entre guillemets titulaires ont minimum 35, entre 35 et 40 ans, il faudrait peut-être mieux prendre un joueur qui était capable justement d'apporter plus de matchs que ça. Donc voilà, j'aurais préféré garder le petit jeune là qui au moins était fit physiquement que de prendre un pari qu'on n'était même pas sûr qu'il pouvait jouer un tiers de la saison. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pas le talent du joueur que j'incrimine, parce qu'on sait très bien qu'il est capable. Mais on sait d'où il sort, et c'est encore un pari quand on sait que voilà, les deux joueurs devant lui sont aussi des joueurs qui sont assez fragiles. En tout cas, Giroud devient cette année-ci, en tout cas. Et une fois que tu arrives à un certain âge, tu es obligé de penser aussi à des alternatives, comment dire, plus fraîches. Et le problème, c'est que là, ils l'ont fait, mais avec un joueur, comme j'ai dit, avec un pari qui physiquement, peut-être même plus fragile que les deux trentenaires ou quarantenaires. Donc voilà, c'était limite. Et je pense que voilà, je préfère miser sur des jeunes que de prendre des joueurs voilà, moyens. C'est ça que je reproche un petit peu Maldini Massara. Maintenant, voilà, est-ce que la décision viennent que d'eux? Je ne sais pas. C'est un peu compliqué de les incriminer tous les deux, parce que je pense que Maldini est quand même quelqu'un qui veut faire aussi jouer un maximum d'Italiens et qui aime bien faire jouer des jeunes. Mais c'est même quand je vois un petit peu le manque d'animation comme on est aujourd'hui, et ça c'est plutôt à Pioli que j'en veux, c'est pourquoi pas tenter Maldini qui est aussi une alternative, quoi. Donc voilà, c'est un petit peu faire jouer un jeune en prêt qui ne nous appartient pas, que de tenter de faire briller un jeune qui aura peut-être pu apporter aussi, qui aura peut-être pas apporté, je ne dis pas, mais en tout cas lui donner des minutes dans les jambes, c'est bien aussi. On ne l'a pas fait. Ça, je vous avais prévenu, je vous avais dit, à partir du moment où Messias n'est plus blessé, on ne reverra plus Maldini, à part peut-être en Coupe d'Italie encore. Donc ça, prédiction vérifiée, en tout cas pour l'instant. Ouais, mais bon, tu l'as vu Messias jouer, tu vois bien que c'est un joueur qui n'a absolument pas de niveau quand tu vois ses contrôles de balle et sa façon de jouer. Enfin, je dis rien contre lui, mais c'est un joueur qui a un niveau de Crotone, voilà, c'est tout. C'est un joueur de série B ou de bas de série A, mais sans plus. Voilà, on peut pas en vouloir à ce joueur-là parce que c'est pas lui qui a demandé à jouer, mais il a rien à faire chez nous. Et c'est triste d'en arriver là, surtout que voilà, on a des jeunes qui ont un minimum de talent. Voilà, c'est pas des joueurs des jeunes qui commencent comme ça parce qu'on n'a rien d'autre. Non, c'est des joueurs qui ont prouvé qu'ils avaient quelque chose dans les jambes. Et voilà, plutôt que de les encourager dans leur lancée, on leur coupe les jambes. Et, comme Maldini sera sûrement prêté encore cet hiver. Donc voilà, je trouve ça dommage. Et voilà, quand tu n'as pas d'argent, je trouve que la meilleure méthode, c'est de faire confiance aux jeunes. Et quand tu regardes que la meilleure équipe aujourd'hui, c'est celle qui a plus d'Italiens sur le terrain, de jeunes Italiens sur le terrain, c'est peut-être un petit peu poser des questions. Donc voilà, un peu dommage. Ah, mais tu as dit le mot magique, alors je m'exprime plus trop sur cette question, vous le savez, parce qu'on a quand même fait une émission de 3 heures cet été sur le sujet, donc j'ai l'impression qu'on a épuisé tous les arguments. Je renvoie nos auditeurs à cette émission, même s'il a déjà été beaucoup écouté. Mais je vais donner la parole à Aristip, puisqu'il veut réagir, je crois. Moi, je vous trouve tous les deux un peu durs avec Messias. Enfin, je trouve, parce qu'on juge quand même un joueur. Alors, j'ai pas été dur, j'ai dit que j'avais prédit qu'on ne reverrait plus Maldini. Ah oui, non, mais je parle aussi de Arco et notamment Roland juste avant l'émission qui en ont parlé. Mais non, je trouve ça très dur parce que finalement c'est quand même un gars qui a pas joué depuis le début de la saison, avec une préparation tronquée.
Si je calcule le nombre de minutes, il doit être à 90, 100 minutes jouées depuis le début de la saison avec ce Milan. Le tout sur 3 matchs, donc 45 aujourd'hui. C'est presque Peut-être plus que 30 et Saponara il y a 30. 5 ans. Oui, oui, non, c'est sûr. Oh, il avait joué quand même pas mal, Saponara, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai 5 bouts de l'impression qu'on match. Tu lui vérifieras colle sur une Transfermax, étiquette 5 bouts de de. match. D'accord, bon, d'accord. Mais voilà, on lui colle une étiquette de joueur de Crotone, qui est mauvais, alors que le gars, il a encore rien fait chez nous, excepté quand même, peut-être qu'il nous met sur les rails contre l'Atlético, parce que sans lui, finalement, on sera encore en train de vendanger devant le but. Mais voilà, des joueurs qui, je reprends l'expression de Arco, ont le niveau de Crotone, bah, on en voit quand même pas mal depuis le début de la saison au Milan, hein. Franchement, que ce soit Bakayoko ou même d'autres joueurs pour citer, il y en a beaucoup qui ont le niveau de Crotone, pourtant on leur dit pas grand chose, du moins on leur laisse leur chance. Je trouve que ouais, il y a un peu de bashing rapide sur Messias, que ce soit sur les forums ou ici, hein. Je parle pas que d'ici parce que j'en profite pour en parler, j'ai vu pas mal aussi sur les forums, alors qu'il y a certains joueurs qui sont titulaires depuis le début de la saison au milieu du terrain ou sur notre aile droite, qui ont quand même un niveau assez affligeant, et puis bon, souvent on n'en parle pas, donc voilà, je voulais juste parler de rectifier un peu le tir sur Messias, qui finalement a 90 minutes, 100 minutes chez nous, et un but face à Atlético, c'est quand même pas si mal, alors que certains ont 15, 20, 30 matchs depuis cette année 2021 et n'ont même pas ça, quoi. Alors après ce genre de rencontre, je n'ose parler d'homme du match ou de bonne surprise, donc je vais demander à Roland s'il a un joueur milaniste à sortir du lot aujourd'hui. Non, personne. Bon, voilà qui est laconique. Je fais concis, je suis désolé, mais euh, même un Kier, par exemple, qui est un mec globalement qui est toujours au niveau, bah, sa deuxième période, il se fait manger. Il se fait devancer sur toutes ses actions, il se fait prendre dans son dos. Enfin, même lui n'est pas défendable ce soir. Alors, si lui n'est pas défendable ce soir, je vois pas qui citer. Enfin, je vais dire Maignan, mais Maignan, il a rien eu à faire, en fait. Il se prend un but entre les jambes, voilà, malheureusement. Sinon, les deux autres, il peut pas grand-chose. C'est un peu le problème du poste de gardien qui est ingrat parce que sur la frappe de Scamacca, bon bah il peut rien faire. Sur le CSC de Kia, il peut rien faire. Il y a peut-être le but de Berardi où bon entre les jambes comme ça, c'est embêtant, mais sinon il a rien eu à faire. Donc voilà, j'ai personne à citer. Aristip. Pareil, la deuxième mi-temps de Kier, effectivement, elle est quand même assez horrible. Bon, si si je devais choisir quelqu'un, j'aurais mis Kier par défaut, mais en fait, tu peux même pas dire que c'est un top parce que, comme je rejoins Roland, sa deuxième mi-temps, elle est très mauvaise. Donc, je vais mettre personne en top aujourd'hui. Erco. Ouais, en top, c'est quand même beaucoup, parce qu'il n'y en a pas qui ont vraiment été bons. Bah, si dire le moins mauvais, je mettrais peut-être Benacer, qui n'a, sans briller, n'a pas vraiment fait de choses extrêmement mauvaises. Il a resté impliqué quand même dans son match jusqu'à sa sortie. Donc, oui, je mettrais Benacer en joueur correct. Voilà. Alors je vais corriger ce que je disais puisque Saponara a eu 7 bouts de match en 2013-2014 avec le Milan, je suis en train de vérifier, il a joué 2 minutes contre Parme, 20 minutes contre la Fiorentina, 76 contre l'Inter, je disais la semaine dernière qu'il avait joué titulaire, effectivement je m'étais pas trompé, 15 minutes contre le Torino, 57 minutes contre la Samp, 37 minutes contre la Juve et 8 minutes contre Livorno, donc voilà ce qu'on offrait à un Ah jeune ouais, Italien à l'époque, du côté du c'est peu. Milan, un jeune Italien qui nous a donc fait mal, du côté d'Artemio Franchi il y a quelques jours. On va demander à Roland quelle est sa déception, là il y a le choix, cet après-midi côté milanais. Bon, alors là, je suis partagé. Je suis partagé entre les deux locataires du couloir droit qui ont été inexistants et finalement, j'ai presque envie de dire, à leur niveau habituel depuis un moment, surtout pour Florenzi. La fameuse machine à centrer d'après Super Pipo Genin. Qui d'ailleurs, j'ai pas compris sa titularisation alors qu'on avait Kaloulou sur le banc et je comprends toujours pas ce que Florenzi fait chez nous, mais ça, c'est un autre débat. Je pourrais parler du couloir gauche avec les deux ahuris qui ont les fils qui se touchent une fois toutes les 10 minutes. Alors on a Hernandez qui est persuadé que tout lui est dû dès qu'il a un ballon et qu'on lui effleure sa coupe d'énergumène. On a l'impression qu'on lui arrache la moitié de ses membres. Et ses Et cheveux. donc, oui, le peu qui lui en reste. Donc voilà, je ne pourrais plus parler de lui, je pourrais parler de Léao aussi, qui a fait du grand Léao avec des remises en talonnade devant sa propre surface de réparation, ou ses actions où il garde le ballon, il garde le ballon, il garde le ballon, et ça finit en corner, comme bien souvent. Euh, Ibrahimovic, qui a été abject toute la rencontre avec ses hors-jeux en marchant, enfin bon bref, la totale. Mais je pense que je vais m'arrêter sur Romagnoli, qui je sais plus quoi faire pour. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour sauver ce mec-là?
depuis 2 ans et demi maintenant. Il sort d'un super match, honnêtement, contre l'Atlético, où je me suis dit, bah, c'est peut-être la première fois depuis 2 ans qu'il y a un gros match où il est titulaire et où il est enfin au niveau de l'événement. Je l'ai trouvé vraiment très bon mercredi soir. Début de match, aujourd'hui, il marque. Je me dis, bah tiens, ça va peut-être m'aider à faire la bonne surprise dans l'émission d'après-match. Et puis, bah, le naufrage, enfin, sa glissade sur le but de Berardi est complètement pathétique. Il mange le gazon, mais enfin, c'est peut-être pas littéralement le moins bon aujourd'hui, mais il est sur la photo et d'une manière absolument ridicule. Et son carton rouge, bah, c'est la même chose. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire là-dessus, quoi? Enfin, comme j'ai du mal à croire que ce soit ce mec-là qui nous sorte son match de mercredi contre l'Atlético et qui soit aujourd'hui à ce niveau-là sur cette rencontre. Donc je vais dire Romagnoli, mais voilà, il y avait du monde qui pouvait être candidat. Je parle même pas de Bakayoko, je parle même pas des entrants style Messias, Pellegrini ou même Tonali qui n'a rien pu faire dans ce marasme. Donc voilà, je vais m'arrêter sur Romagnoli, mais les candidats étaient nombreux. Je me dis qu'heureusement que tu étais parmi nous pendant l'Euro, parce que je me demande si je t'ai déjà entendu positif depuis que tu participes à l'émission. Alors tu tombes souvent sur les mauvais matchs et aujourd'hui on te comprend, mais je compatis face à la détresse du supporter Roland. Je sais, mais je passe souvent en plus pour le rabat-joie de service. Je croyais pas en la qualif en Ligue des Champions l'an passé. Enfin, je sais, je suis peut-être un peu trop. En fait, je suis trop habitué à être déçu par cette équipe depuis 10 ans maintenant. Donc, j'ai appris à ne pas m'enthousiasmer et à être finalement assez détaché de tout ça. Et si je peux me permettre, voilà, exactement. Et si je peux me permettre, nos problèmes ont donc commencé au mois de novembre cette année, avec un point pris sur 9 possibles. Et ont commencé donc avec le derby, où toute la semaine d'avant, on a eu plusieurs de nos joueurs dans la presse qui se sont étalés sur le Scudetto, qui nous ont parlé du Scudetto, que c'était l'objectif, que machin. Bref, le grand classique. Et ça, je pense que c'est l'histoire du sport dans toute sa splendeur. Je ne sais pas s'il y a une justice immanente quelque part, un dieu du sport qui se charge de rappeler les pratiquants à leurs basses conditions. Quand on ouvre notre gueule comme ça, et ben on le paye toujours à un moment donné. Et cette fois-ci, on n'a même pas attendu 3 semaines pour le payer. Donc voilà. Je m'arrête là-dessus parce que sinon on va encore me cataloguer comme l'empêcheur de tourner en rond, l'emmerdeur de service en fonction. Donc je vais laisser la parole à mes collègues sur le flop du match. Et je rappelais, suite à la défaite contre la Fiorentina, que la première défaite de la saison intervient comme l'année dernière, fin novembre, puisque c'était contre Lille, le fameux 3-0. Hein, donc c'est assez curieux, ces similitudes d'année en année. En plus des blessures, bien sûr, dont Aristide parle si souvent. Et Aristide, ça tombe bien, c'est à toi. Quelle est ta vraie déception, en plus de Romagnoli, à moins que tu souhaites insister sur notre capitaine du jour? Non, effectivement, j'aurais pu reprendre l'ensemble des mots de Roland parce que j'allais vraiment commencer comme ça, c'est-à-dire qu'en commençant par la grande performance d'Alessio Romagnoli mercredi dernier, où je l'ai vu vraiment impérial, vraiment superbe sur ce match, et pour moi ça aurait été mon homme du match. Mais aujourd'hui, et je reprends les mots de Roland, j'ai vraiment du mal à croire que c'est le même joueur en fait. Mais c'est vrai qu'on Romagnoli, quand il s'agit de de défendre en général dans sa surface de réparation, il peut être très bon face à des adversaires qui sont pas très rapides, mais même s'ils sont physiques, il peut être très bon. Mais lorsqu'il s'agit lorsqu'on presse haut, j'ai envie de dire, et qu'il se retrouve à 40 mètres de ses buts, eh ben c'est là où le bas blesse parce qu'il n'a aucune vitesse. Mais bon, Roland en a déjà parlé, donc je vais pas parler de lui, mais je vais citer Bakayoko parce que finalement, il y a 20 bonnes premières minutes de Thiemoué. Je veux dire à l'image de l'équipe qui est plus ou moins bonne ces 20 premières minutes, puis après, une fois qu'il relance Scamacca sur le premier but, c'est un naufrage, mais le double pivot, parce que Benacer aussi, mais voilà, c'est un naufrage. Par son prénom, hein, j'imagine qu'il mange chez toi tous les midis. Fleuriras-tu la statue dans le jardin? Non, c'est fini là, non, il mangera plus chez moi, c'est fini. C'est fini. Non, je vais revendre la statue sur le Bon Coin. Je sais pas si t'en tireras un bon prix. Bon, en tout cas, on a compris que Bakayoko, de toute façon, il est pas très soutenu par les supporters cette année. On sent qu'il est là pour faire beaucoup. Mais comme Kessié va s'en aller, alors je sais pas si Kessié partira réellement cet hiver, mais c'est vrai que là, Bakayoko aura du temps de jeu. Ouais, c'est quand même triste d'en arriver à ce point-là. Alors effectivement, quand t'as Pobega qui fait quand même une saison pleine au Torino. Erko.
Si on doit parler de vraies déceptions, donc d'un joueur à laquelle on va se certaines attentes, oui, je parlais de Romagnoli aussi, puisque c'est assez compliqué de trouver d'autres arguments que mes deux collègues. Donc, pas m'éterniser dessus, mais voilà, quand on sait qu'il était un peu avancé ces derniers matchs, on l'avait trouvé plutôt bon, voire même très bon comme mercredi. Ici, un bon début de match et un but, et après un naufrage total. Maintenant, est-ce que c'est un problème qui est dû à lui seul? Non, parce que il n'a pas été non plus défensivement pour la couverture des milieux de terrain. Et peut-être un manque de complémentarité avec Kier, qui sont quand même deux défenseurs centraux très lents, là où avec Tomori, n'importe lequel des deux aurait justement une complémentarité au niveau de la vitesse. Donc, je pense que c'est un tout qui a fait qu'il était mauvais aujourd'hui. C'est aussi mental, parce que je pense qu'en deuxième mi-temps, il a lâché, mais tout comme son collègue Kier. Donc, on ne va pas non plus taper sur l'ambulance trop longtemps, mais voilà, ça a été clairement l'homme. Pour moi, c'était même le plus mauvais aujourd'hui, parce que c'est quand même les deux derniers buts, enfin, en tout cas, le dernier but et la carte rouge viennent de lui sur deux actions plus ou moins similaires, donc il s'est fait avoir deux fois de la même façon. On peut pas le défendre plus longtemps, ça a été plus mauvais aujourd'hui, maintenant, il faut espérer qu'il se reprenne, mais en tout cas, moralement, ça va peut-être lui faire un peu de mal, en tout cas. Bon alors en temps normal il y a les mentions particulières. Quelqu'un ici souhaite-t-il parler d'un joueur dont le nom n'a pas été cité encore? Personne. Nous passons donc au mot de la fin, qui sera un mot de la fin étendu, puisque je crois que vous voulez traiter plusieurs sujets différents. Alors Roland, tu voulais parler de la Ligue des Champions, si je ne me trompe pas. Oui, la Ligue des Champions, on n'a pas pu faire d'émission mercredi, mais effectivement, je m'attendais pas à ce genre de scénario où finalement on se croit rêver potentiellement à une qualification en fonction des résultats de la dernière journée, bien sûr, sachant que Liverpool est déjà largement qualifié. Il y a peut-être à espérer une équipe anglaise qui alignera les joueurs de l'équipe C, si on veut dire. Ça dépendra aussi du score de l'autre match, mais je reprends mon costume habituel d'emmerdeur. N'y croyez pas, hein. Ne croyez pas qu'on va se qualifier en huitième de finale, hein. C'est pas parce qu'on a battu l'Atlético qui a fait une prestation abjecte sur un but de Junior Messias à la 86e que les planètes vont être alignées pour une qualification en huitième de finale. Non, mais voilà, on a eu au moins ce petit moment où on se dit on n'a pas été ridicule et on repartira de la Ligue des Champions au moins avec une victoire, sachant que c'est aussi une boucle un peu bouclée, si on peut dire, puisque notre dernier match avec des champions avant toutes ces années de disette, pardon, c'était justement à Madrid contre l'Atlético. Alors c'était pas ce stade-là, c'était l'ancien Vicente Calderón, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on a eu au moins cette belle petite note dans la semaine qui a fait plaisir. Et puis en plus avec la belle histoire de Junior Messias qui, en dehors de ses qualités footballistiques douteuses, nous a montré que voilà, il y a encore des belles histoires dans le foot. Un mec de 30 ans avec son parcours très compliqué qui l'a fait passer de la série D à la série A en même pas 3-4 ans et maintenant à la Ligue des Champions, c'est super. Et puis ça fait partie des belles images qu'on gardera de cette saison-là. Mais voilà, la Ligue des Champions, ça semble quand même, ça sent le roussi, mais on s'est octroyé le droit de rêver entre guillemets à une qualification en huitième de finale. Mais je pense que de toute façon, dès le tirage au sort de cette poule de Ligue des Champions, on savait qu'on allait être un peu les victimes expiatoires entre Liverpool, le niveau de Liverpool qui n'est pas présenté, l'Atlético et le Porto qui sont des habitués avec des champions. Nous, on était les bisus, donc finalement, on est, je pense, à notre place, mais on peut toujours rêver. Ah oui, alors en parlant de ça, j'ai lu que certains attendaient une émission mercredi. Alors on va rappeler juste qu'on a une vie, qu'on a un boulot, qu'on a des occupations, qu'on n'est pas forcément disponible, que se coucher à minuit et demi, parce qu'il faut faire l'émission, le montage, etc. Quand on se lève à 6h le lendemain, c'est pas forcément facile. Donc on fait des émissions en milieu de semaine uniquement quand il y a un grand intérêt au match. Voilà, et j'avais annoncé qu'il n'y aurait pas d'émission contre l'Atlético. On en fera une après Liverpool si on se qualifie. Aristide. Puisque Roland a parlé de la Ligue des Champions, moi je vais parler des barrages, enfin des tirages de barrages qui ont eu lieu pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Parlons-en. Et effectivement, RMJ, tu le sais, on a fait toutes les émissions de la Squadra Azzurra ces derniers temps. J'ai même été au match au Stadio Olimpico il y a quelques semaines pour voir on a beaucoup pensé à toi. Ah oui, ça c'est clair. Moi aussi j'ai pensé à moi pendant quelques temps. Je me suis dit pourquoi je suis là. Mais voilà, donc effectivement il y aura trois groupes.
Et l'Italie a hérité d'un groupe avec la Macédoine du Nord, le Portugal et la Turquie. Donc pour remettre un peu l'église au centre du village, l'Italie doit remporter 2 matchs afin de se qualifier. Donc elle affrontera dans une sorte de demi-finale, si on peut l'appeler ainsi, la Macédoine du Nord, donc adversaire plus qu'à sa portée, avant d'affronter le gagnant de Portugal ou Turquie. Donc en gros, ce qui est sûr, c'est que l'Italie ou le Portugal n'iront pas à la prochaine Coupe du Monde, ce qui fait quand même, ce qui fera quand même tâche pour un des deux pays. Donc voilà, si la logique est respectée, évidemment, on se retrouverait sur une finale pour aller dans cette Coupe du Monde, une finale Italie-Portugal. Donc voilà comment se mettre dans la mouise, pardonnez-moi Ou l'expression, Macédoine-Turquie, en c'est 2 selon. semaines. Ou Macédoine-Turquie, vu notre niveau ces derniers temps, ça peut être aussi la Macédoine, Mais pour les deux reprendre pénaltys de effectivement ce que disait. Jorginho quand même, hein. Je veux pas tirer Ah, sur ça. l'ambulance là encore, mais ces Ah deux ouais. pénaltys pèsent très très lourd. Alors les prestations collectives étaient déplorables, je suis d'accord, mais quand on a des pénaux décisifs comme ça, à 2 reprises face à la même équipe, qui est en plus l'adversaire direct du groupe, tu peux pas se permettre ce qu'il a fait. Bah, je t'avoue que je l'ai vu en direct à la 90e minute face à la Suisse. Je t'avoue qu'on était tous en train de fêter dans les tribunes la qualification, quoi. Donc il nous manquait ce but-là pour se qualifier et il y a eu une sorte de grosse climatisation quand il a mis son penalty 5 mètres au-dessus. C'était vraiment foudroyant, quoi. Et les supporters suisses qui chantaient à côté, c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà où on s'est retrouvé en 2-3 semaines. On passe d'un groupe finalement plus qu'abordable à quasiment qualifier, un pied et demi qualifié, puisqu'il suffisait de gagner contre la Suisse à domicile au Stadio Olimpico. Ça paraissait quand même tout à fait logique et facile à faire. Et puis on se retrouve à devoir affronter peut-être le Portugal dans une super finale avec tout ce que ça comprend, c'est-à-dire un Cristiano Ronaldo, un grand Cristiano Ronaldo dans les grands rendez-vous qui saura aussi, je pense, galvaniser son équipe. Donc voilà, c'est vrai que honnêtement, je vais rejoindre un peu le pessimisme de Roland, mais cette fois pour l'Italie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de chances que l'Italie ne se qualifie pas pour la prochaine Coupe du Monde plutôt qu'elle se qualifie. Donc ça me fait un peu peur. Et je suis pressé d'être en mars prochain parce qu'au moins ce sera fini cette histoire, je serai fixé parce que je vous avoue que d'ici mars, j'y pense pas mal. Je vais pas mal y penser. Et je partage ton pessimisme. Erko. Bah, juste un peu pour souligner que voilà, malgré cette déception, il y a un peu beaucoup quand même de négativité, pas parmi vous, mais parmi les supporters en général, qu'on a dit. C'est que malgré, oui, on a perdu, effectivement. Oui, on peut dire aussi qu'il y a eu quand même des petites circonstances atténuantes qu'on peut quand même rajouter. Mais malgré ça, on reste quand même deuxième et au pire des cas, on sera qu'à 3 points de Naples. Donc la saison, à moins d'être finie, on va enchaîner 2 matchs qui sont normalement à notre portée avec donc Gênes mercredi et Salertina donc dimanche. Donc logiquement, c'est des matchs parfaits pour se relancer. Donc on aura peut-être un petit peu de fatigue en moins, on aura peut-être un peu moins de pression. Donc tout va être relancé. Maintenant, là où il faut aussi réfléchir, c'est qu'à partir du mois de janvier, on va devoir jouer avec Bakayoko, Tonali et Krunic au milieu de terrain. Ça peut quand même Enfin, faire Tonali, il réfléchir. n'y a pas de souci quand même. Je suis désolé, il a pas fait une Oui, super rencontre ce non, soir. Mais Tonali est oui, le non, meilleur joueur milanais depuis le début de saison, sans doute avec Tomori ou Maignan, je sais pas. Mais enfin, je veux dire, il fait partie du top 3, hein. ah non, mais clairement, moi, Tonali, je ne absolument pas. C'était juste pour parler du nombre de milieux de terrain qui nous restait. Et que parmi les 3, il n'y en a qu'un qui a un niveau pour être titulaire hein, dans un bon Milan. Évidemment que Tonali, pour cette saison-ci, est fantastique et qui mériterait peut-être même d'être titulaire. Mais voilà, sur le fait, c'est qu'il va devoir jouer avec ou Bakayoko ou Krunic, hein, qui Krunic est quand même un peu mieux que Bakayoko parce qu'il n'a pas tendance à faire des grosses boulettes comme le Français y fait. Mais dans tous les cas, voilà, on va avoir un milieu de terrain décimé, parce que je pense pas qu'on va recruter cet hiver, en tout cas, parce qu'en termes de nombre, on va être quand même pas mal, sauf si Kessié décide de partir cet hiver, on va peut-être recruter quelqu'un pour le remplacer. Même si des noms étaient effectivement cités dans la presse, notamment Renato Sanchez, qui quand même citait avec insistance en cas de départ des Ivoiriens. Mais dans tous les cas, c'est un mois de janvier qui va être compliqué. Je ne sais pas si on a des gros matchs qui vont jouer à cette période-là. Mais en tout cas, il faudra quand même réfléchir et faire ça intelligemment. Peut-être s'il y a peut-être moyen de rapatrier peut-être pour Vega. Je ne sais pas s'il y a une clause qui permettra de le faire. Mais je pense que le plus dur sera à ce moment-là. J'espère qu'on reverra une équipe soudée, voire peut-être voir un Rebic revenir pour rejouer en pointe, pour redonner un petit peu justement parce que le meilleur Milan qu'on avait joué, c'est qu'on a eu tous nos blessés, qu'Ibrahimovic n'était pas là, et que voilà, comme Aristide avait dit l'autre fois, et il a totalement raison, c'est que en termes de qualité, même si c'est individuellement il n'était pas très bon, Rebic apporte vraiment beaucoup de mouvement à cette équipe, et c'est à ce moment-là que l'équipe tourne le mieux quand il joue en pointe. Et voilà, le problème, c'est qu'Ibrahimovic est encore là, et que voilà, On dans t'a ces pas entendu évoquer circonstances. Salemakers quand même encore, Erko, hein. On attend tous, c'était la cerise sur le gâteau, mais pour l'instant, le nom n'a pas été mentionné. Ah bah non, il était très mauvais comme les autres. Hein. Qu'est-ce que tu veux, quand on ne sait pas le sauver, on ne sait pas. Il était.
Voilà, même défensivement, je l'ai pas trouvé très bon. Il aurait pu aussi coûter un but en première mi-temps sur une perte de balle, un petit peu comme Bakayoko a fait juste après. Oui, c'est une période qui est un petit peu néfaste pour lui. Je suis un peu déçu parce que je trouve que en fin de saison passée, il y a eu une amélioration offensivement. On sentait qu'il était sur une phase ascendante. Ici, il n'arrive plus à enchaîner, il n'arrive plus à déborder. Je pensais qu'en mettant en deuxième mi-temps côté gauche, il aurait peut-être pu être intelligent comme il l'a fait, mais parce que justement de se mettre sur son pied inversé, ça aurait été pas mal pour lui dribbler, percuter, il ne l'a pas fait. Je trouvais un peu enfin ces derniers matchs en tout cas intéressant offensivement quand il jouait dans l'axe. Je trouve que ses contrôles de balle, justement, et donc direct, était justement apporter quelque chose à l'équipe. Et aujourd'hui, il n'a pas été du tout. Il est pas, voilà, c'est pas un joueur qui va transcender une équipe qui tourne pas. Ça, on le savait déjà. J'ai jamais dit le contraire. Je l'ai toujours dit aussi, c'est que voilà, c'est un joueur qui est intéressant dans l'effectif qu'on doit garder, mais qu'actuellement, il n'y a pas de niveau pour être titulaire, qu'on doit recruter mieux. Mais le problème, c'est que, comme je dis, c'est pas en recrutant Messias que tu recrutes mieux. Il faut trouver quelque chose, comme ne fût-ce qu'un Berardi, même si c'est pas non plus le top mondial, ben on a quand même vu qu'il apportait beaucoup de percussions à l'équipe de Sassuolo. C'est dans ces joueurs-là qu'il faut regarder et arrêter de bricoler en essayant d'espérer qu'un joueur brille, même si on n'en est pas sûr. Il faut prendre un joueur qui a un minimum d'efficacité, qu'on sait bien que ça fait déjà 2-3 saisons qu'il est bon et qui pourra justement prendre la place de Sam Walker, ce qui pourra lui justement après rentrer en cours de match et s'améliorer. Et s'il ne s'améliore pas, ben là, ça voudra dire qu'il pourra peut-être aller voir ailleurs. Mais en attendant, c'est un joueur qui doit évoluer, qu'un jeune joueur qui doit évoluer, un jeune joueur pour qu'il évolue, il faut qu'il ait une concurrence et un joueur meilleur que lui pour apprendre. Et pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Donc, il est un petit peu dans un fauteuil et grâce à ça, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'il stagne un peu pour le moment, voire même qu'il régresse offensivement. Et voilà, effectivement, je suis déçu, il n'y a pas d'excuse à y trouver, donc il est mauvais, il est mauvais. Alors, je vous avais prévu, je vous avais annoncé un mot de la fin étendu, Roland. Encore deux sujets à aborder, on va parler peut-être dans quelques instants de la prolongation de Pioli. Il y a également un mot de la fin surprise, Roland. Oui, alors je vais commencer par Pioli quand même, qui est la bonne information de la semaine. Je pense que on est tous ici présents et la quasi-totalité des supporters du Milan, on était particulièrement dubitatifs par la nomination de Stefano Pioli à l'époque. Parce que Pioli, c'est un mec qui n'a jamais tenu plus d'une saison et demie sur le banc d'un club, que ce soit Serie B ou Serie A. C'était ce type d'entraîneur que l'on voit, c'est un peu un sport national en Ligue 1. Vous savez, tous ces entraîneurs qui passent d'un banc à l'autre, qui se font virer en cours de saison, qui viennent en cours de saison dans un autre club, dans le ventre mou, etc. Et lui, il faisait partie de ces entraîneurs italiens qui étaient dans cette dynamique-là. C'était quelqu'un dont on n'attendait rien, qui devait partir en fin de saison, donc à l'été 2020. On lui avait savonné la planche, y compris en interne, de la part de la direction du club, et en l'occurrence de Katsidis, avec le fameux Ralf Rangnick qui devait révolutionner le Milan, qui finalement n'est pas venu, et Pioli avait été prolongé. Bon, au moins, ça nous permettait de garder Maldini, Massara et une direction sportive qui semblait tourner à peu près. Et finalement, Pioli a fait son trou, et cette prolongation de contrat jusqu'en 2023 avec une saison supplémentaire en option est somme toute méritée. Il a montré qu'il avait les qualités pour prétendre à un banc comme celui du Milan, et puis c'est aussi l'entraîneur qui, l'air de rien, nous a ramené en Ligue des Champions. Alors certes dans un contexte particulier, avec une Serie A qui est quand même à un niveau assez faiblard globalement, une saison Covid sans spectateurs, mais voilà, il l'a fait. Là où depuis presque 10 ans, tous les entraîneurs se cassaient les dents sur cet objectif-là, lui, il l'a fait. Donc bravo à lui. Après, moi, j'enfile à nouveau le costume de l'emmerdeur. Moi, je reste méfiant sur Pioli parce que jusqu'à présent, en dehors de la dynamique qu'il a su insuffler, là, il n'y a rien à dire, il n'a jamais été en position de faire des choix forts en termes de composition d'équipe parce qu'il s'est toujours retrouvé qu'on avait 5 à 6 mecs à l'infirmerie en même temps. Donc finalement, jusqu'à présent, Pioli s'est retrouvé, je grossis un peu le trait, mais il s'est retrouvé à aligner dans le 11 les mecs qu'il avait à disposition. J'espère qu'un jour, on aura tout l'effectif à disposition et c'est là où on verra ce qu'il a dans le ventre, s'il est capable de mettre un Leao sur le banc, s'il est capable de faire du turnover, de faire des choix en fonction de l'adversaire. Parce que jusqu'à présent, lorsqu'il a fait des choix
soi-disant sportif, ça s'est pas forcément couronné de succès. Ça n'a pas été couronné de succès. Ce milieu aujourd'hui, Bennacer Bakayoko, je vois pas forcément en quoi il était nécessaire de changer les deux joueurs à ce poste-là, sachant qu'on avait eu Kessié qui avait fait un bon match mercredi et Tonali, n'en parlons pas depuis le début de la saison. Voilà, j'ai mes réserves, mais en tout cas, sa prolongation de contrat est entièrement méritée. Il est allé la chercher et il le mérite amplement. Enfin, concernant mon dernier mot de la fin, il y en a eu pas mal aujourd'hui, mais pour terminer, moi je ne peux pas m'empêcher quand on regarde le parcours du Milan en Ligue des Champions et quand on regarde les deux dernières défaites face à la Fiorentina et à Sassuolo, moi je peux pas m'empêcher de penser à la Super League. À cette Super League dont on était membre fondateur, où on nous expliquait que voilà, il faut jouer uniquement des gros matchs contre des grosses équipes européennes, parce que voilà, il paraît que c'est mieux pour le public et que, comme dit Agnelli, les J'adore jeunes ne ce passent sujet. pas. C'était pas prévu, mais Oui, alors oui. vraiment, je suis ravi que tu parles de ça. On avait fait une émission spéciale l'année dernière, pardon de te couper, mais alors t'es pile dedans. Continue surtout. Ouais, non, mais j'y pense en fait, voilà, là, et encore tout à l'heure, je me disais, et quand je pense à ces mecs qui nous expliquaient que le Milan était trop beau pour la Serie A, on se fait plier en dehors de mercredi en Ligue des Champions, y compris par un club comme Porto, qui n'est pas non plus dans le plus grand championnat d'Europe, mais c'est une équipe qui est habituée à jouer à la Ligue des Champions, et on voit à quel point on est à des années-lumière du niveau du football européen, du haut niveau du football européen. Et à côté de ça, derrière, on est saupoudré voilà, par cette défaite gaguesque à la Fiorentina. Donc, je répète, hein, je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'en ai lu, voilà, c'était assez tragicomique. Et celle d'aujourd'hui, où finalement, on peut très bien se faire plier par une autre équipe qui a des meilleures idées de jeu et qui vient avec de meilleures intentions que ce qu'on fait, y compris si on est, entre guillemets, le Grand Milan, qu'on joue à San Siro, machin, qu'on a la chance d'avoir une étoile au-dessus de notre écusson, qu'on a cette Ligue des Champions dans l'armoire à trophées. Bah non, parce que finalement, il y a toujours une seule réalité qui compte, c'est celle du terrain. Et une nouvelle fois, Sassuolo nous l'a montré de bien belle manière. Et donc, je ne peux m'empêcher de penser à toutes ces histoires de Super League et de cette caste de puissants qui, soi-disant, devrait marcher sur le football mondial, simplement du fait de leur budget et de leur chiffre d'affaires. Voilà, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit que, heureusement, il y a encore un peu de sport, un peu de justice sportive et ils ont voilà, de ce qui fait l'essence du football et du sport en général. Rien à ajouter, je suis à 100% d'accord avec tes propos, à part peut-être le fait que dans cette fameuse équipe de Sassuolo, il y avait 3 Italiens titulaires en attaque. Voilà. Bon, en tout cas, pas d'émission mercredi pour le déplacement au Genoa. On se retrouve samedi prochain pour Milan Salernitana. Bonne semaine à tous. Salut! Ciao. Ciao.